Cartes sur table. Une émission proposée par Hype FM. Nous avons eu le plaisir de le recevoir en début d'année pour parler de cette fantastique aventure qu'est l'UFAR, l'Université française en Arménie. Et nous voilà ensemble ce matin pour évoquer plus particulièrement le développement de l'UFAR, le projet UFAR 20+. Donc ce projet tout autant fantastique de l'expansion de l'Université française en Arménie. Notre invité n'est autre que le recteur de l'UFAR, Jean-Marc Laveste. Bonjour. Vous êtes entouré aujourd'hui accompagné par Alexis Goffian, que nous connaissons aussi en tant qu'adjoint au maire du 9e arrondissement de Paris, mais surtout, en l'occurrence, président du comité de campagne de levée de fonds pour ce projet dont nous parlerons pendant 1 heure ce matin. Nous sommes également avec Philippe Poux, président du G2IA, qui nous apportera son regard très particulier de l'Arménie et du développement de l'Arménie et sa contribution au développement de l'UFAR. Et Haïk Mnatsaganian, ancien étudiant de l'UFAR, qui était notre invité la semaine dernière pour parler avec les start-upers arméniens qui étaient il y a quelques semaines à Paris. Bonjour à vous tous. Nous serons ensemble pour parler de l'UFAR et nous interrogerons quelques-uns des acteurs et intervenants dans la vie du développement de l'UFAR. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, mais également les responsables d'associations, donc Nadia Gorzunian, présidente de l'UGAB France, et Michel Pazoumian, vice-président du Fonds arménien de France, pour apporter aussi, qui apportent leur soutien à ce projet. Nous serons en ligne également avec Michel Dédé, qui est le directeur de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, et on vous expliquera tout à l'heure pourquoi son intervention, ainsi que celle de Guillaume Rousset, vice-président en charge des relations internationales à l'Université Lyon Jean Moulin III, et qui est également doyen associé de la faculté de droit de l'UFAR. Et nous aurons, je l'ai dit, Valérie Pécresse en début d'émission, mais d'abord Jean-Marc Laveste. D'abord, bonjour encore, et nous sommes très ravis que les choses avancent au niveau de l'UFAR. On a eu une longue discussion il y a quelques mois, mais ce mercredi soir, il y a eu une sorte de levée de fonds, un rassemblement pour parler de ce nouveau projet, pour parler de la contribution aussi de la région Île-de-France. Mais tout d'abord, expliquons à nos auditeurs, l'UFAR, on connaît aujourd'hui désormais. Quel est le nouveau projet, ce nouveau campus? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il apportera à l'Arménie? Tout d'abord, je veux dire bonjour à tous nos auditeurs de Hype FM. Effectivement, c'est la deuxième fois que je me retrouve avec vous, et c'est toujours un grand plaisir de venir échanger ici en France avec la communauté arménienne. Alors, ce nouveau campus, ce projet UFAR 20+, est l'ambassadeur de France dit que c'est une refondation de l'université, parce qu'effectivement nous créons quelque chose qui va être un écosystème vraiment innovant, entreprenant. Je le disais hier au moment du gala, l'Arménie est en capacité des fois de fédérer des énergies qui créent des projets extrêmement innovants, des choses qu'on peut pas forcément réaliser en France et qui arrivent à trouver leur place et à naître de façon un peu spontanée comme ça en Arménie. Et ce projet UFAR 20+, c'est tout à fait ça. C'est demain une université qui va être déjà relativement innovante dans son partenariat à côté du Centre d'innovation technologique Toumo. Une université qui va être extrêmement inclusive, avec un partenariat extrêmement fort sur les acteurs économiques, et surtout une université qu'on a voulu responsable
dans ses choix, dans ses coûts, parce que toutes ces familles arméniennes qui nous confient leurs enfants à former pendant 4 ans ou pendant 6 ans, c'est une vraie responsabilité en tant que recteur, parce que l'école et en tout cas les universités sont chères en Arménie. 2 000 € à peu près pour l'université française, ce qui correspond, multiplions par 4, à quelque chose entre 8 000 et 10 000 € pour une famille française qui vivrait ici, et c'est un véritable investissement. Donc cette université, on va la mettre en place, on va innover, plus de 8 000 m² dans une première tranche de bâtiments qui vont être créés, ouverture dans 2 ans. C'est un nouveau visage. Est-ce que cela signifie que toute l'université se déplace ou on fait finalement 2 bâtiments distincts avec 2 cursus différents? Toute l'université va se déplacer. On veut une unité de lieu, parce que quand on fait des formations inclusives comme je les pense, même si on va regarder les sphères des nouvelles technologies, et je sais que ça sera une partie de notre discussion tout à l'heure, on a besoin de scientifiques, mais on a besoin de juristes, on a besoin de gestionnaires, de financiers, de marketeurs. Et en fait, c'est toute l'université qui trouve sa place et toutes les filières qui trouvent la place dans une formation de nature inclusive, de manière à ce que les étudiants, au cours de leur formation, aient eu toutes les capacités, toute l'expertise nécessaire d'être confrontés aux projets, au marché, aux entreprises, et au moment où ils reçoivent leur diplôme, ce sont déjà des vrais professionnels. Alors, nous allons certainement parler des nouvelles technologies parce que il y a eu le Summit of Minds, cette conférence à Dilijan il y a quelques jours où on a encore parlé des talents des Arméniens. Mais vous qui êtes recteur français vivant en Arménie depuis octobre 2015, date à laquelle vous avez pris vos responsabilités à l'UFAR, est-ce que ce chauvinisme arménien pour dire que nous n'avons pas de pétrole mais nous avons des cerveaux, est-ce que ça correspond à une réalité où les Arméniens se la pètent? J'étais présent à Summit of Minds, puisque j'ai été invité par le président de la République à participer à ces 3 jours de réflexion. 27 pays étaient représentés pendant ces 3 jours, ce qui n'est pas une petite chose, et à un niveau de représentation qui était très élevé. On avait un ancien Premier ministre français, on avait l'ancien directeur d'EDF et de Veolia, on avait Schneider qui était là, on avait Siemens qui était là à très haut niveau, Thales aussi. Qu'est-ce que je vais dire de ce que j'ai retenu de Summit of Minds, c'est que dans ces périodes où le multilatéralisme diminue, où la plupart des grandes forces ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes, la notion du dialogue, la notion de maintenir un espace de dialogue extrêmement important entre l'ensemble des acteurs est quelque chose qui est fondamental. L'Arménie, si on regarde bien, est en capacité de discuter aussi facilement qu'elle le fait naturellement avec des Russes, avec des Américains, avec des Européens. Et cet axe de Summit of Minds, où finalement elle apparaît comme un pont qui est capable de maintenir un niveau de dialogue, ce niveau de dialogue est indispensable à l'heure actuelle, c'est quelque chose auquel je crois énormément. Donc c'était une très belle réalisation, et je pense que le président qui a souhaité que cette Summit of Minds in Armenia se refasse encore l'année prochaine, et c'est très certainement une idée. D'habitude se passe en France. Se passe à Chamonix, oui. Mais il pousserait pour qu'il y ait une version dans le Caucase, poussée par l'Arménie, a un vrai sens. Le sens de maintenir et d'avoir des espaces de discussion de très haut niveau, interculturels, et qu'on prenne le temps de pouvoir s'écouter les uns les autres. Alexis Govsian, pour ce projet UFAR 20+, il faut de l'argent. Évidemment, il faut de l'argent. Et l'UFAR, c'est une université française basée en Arménie, comme il y en a un peu partout. Pas beaucoup, forcément, mais il y en a ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, donc là, c'est un avantage pour l'Arménie. Qui finance et comment financer, puisque vous êtes à la tête de ce comité de campagne de levée de fonds pour ce projet? En fait, c'est un comité de pilotage pour la levée de fonds qui a été mis en place spécialement pour ce nouveau projet.
parce que l'université est déjà financée en partie par la France, par le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe, et aussi par les inscriptions des étudiants et de leurs familles. Donc cette campagne s'inscrit dans une logique de progression et de montée en puissance de l'université française en Arménie. Donc le recteur et l'ambassadeur de France ont souhaité qu'il y ait un comité de pilotage qui organise des relations avec des grandes institutions, avec les régions, avec les différentes collectivités, et pour que chacun puisse prendre part à cette activité importante qui est celle de trouver des fonds autour de 3 millions d'euros, au moins 3 millions d'euros qu'il faudra trouver dans les mois qui viennent. Donc c'est tout le pour tout faire l'enjeu. Quoi avec ces 3 millions Il s'agit de construction, il s'agit d'achat de terrain. Il s'agit de construction, d'organisation donc du nouveau projet, du campus en tant que tel. Et pour le terrain, il y a un partenariat qui est aussi établi avec le centre Toumo. Toumo que vous connaissez, qui vient de Toumanian, qui est un projet lancé à l'origine par des Arméniens des États-Unis, avec Sam Simonian et d'autres. Et aujourd'hui, Toumo travaille en partenariat. C'est d'ailleurs un partenariat exemplaire parce que avec une institution française telle que l'UFAR, tout ce travail qui est fait montre l'importance des liens qu'il peut y avoir entre la France et l'Arménie. Et pour le partenariat sur le terrain, il y a des discussions, et puis je crois qu'il y a des accords que le recteur pourrait nous expliquer plus en détail que moi. Et pour la construction et tout l'équipement de ce campus, il faut organiser le financement qui n'est qu'une partie. Donc ce financement que l'on recherche n'est pas la totalité des sommes, parce que vous imaginez bien qu'un tel projet coûte beaucoup plus cher que ça, mais il y a d'autres financements, notamment européens, qui sont mobilisés par le recteur et par ses équipes, que je remercie d'ailleurs, parce que il y a à la fois une vision, une nouvelle façon d'organiser l'enseignement, la transmission, au niveau des jeunes, et parce que tous ces jeunes qui sont là, les plus de 2000 déjà qui sont formés, dont Haïk, sont les avant-ponts, les avant-postes de la France en Arménie, et plus globalement dans toute la région, dans le Caucase. Donc c'est tout ce travail qui est fait. En tant que modeste administrateur de l'UFAR, lorsqu'ils m'ont demandé d'accompagner ce projet, j'étais bien évidemment enthousiaste. Et nous avons les contacts avec les conseils régionaux, avec les collectivités et avec les grandes institutions. Mercredi soir, au dîner de gala, c'était la Confédération des petites et moyennes entreprises qui s'était mobilisée, que nous avons mis en place un partenariat avec eux pour qu'il y ait à la fois des financements, mais aussi et surtout des travaux en commun entre la France et l'Arménie, entre les entreprises, les chefs d'entreprise, les salariés, les jeunes. Donc c'est tout le sens du travail qui est fait, la région, et puis d'autres régions viendront aussi. On va détailler ensemble tout à l'heure un peu les besoins, le budget, comment aussi se procurer ce budget. Mais tout d'abord, puisque vous avez évoqué aussi la soirée de mercredi soir à la région Île-de-France. Donc nous avons interrogé Valérie Pécresse avant cette émission, donc nous l'écoutons. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes rendu en Arménie en novembre dernier. Quelle est la politique de coopération que vous avez souhaité mettre en place avec l'Arménie ? Bien, vous le savez, la région tisse des liens très forts avec tous les pays d'origine des Franciliens. Et de ce point de vue, l'Arménie est évidemment un pays dans lequel nous avions décidé de relancer une coopération historique, mais qui était un peu tombée en sommeil. Et avec le nouveau maire Haïk Maroutian, nous avons décidé de nous lancer sur 3 secteurs très concrets, parce que les partenariats, c'est pas que des déclarations d'amour, ça doit être aussi des résultats concrets, des preuves d'amour. Donc on travaille sur trois sujets: l'innovation et les nouvelles technologies, l'aménagement du territoire et l'urbanisme, et la culture et la francophonie. Tout ça
totalement en lien, évidemment, avec la communauté arménienne d'Île-de-France. Vous avez visité également l'Université française d'Arménie. Alors, qu'en avez-vous pensé d'abord? Comment souhaitez-vous intervenir pour l'aider à se développer? Alors, oui, dans le cadre, je vous ai dit que nos partenariats concernaient l'innovation et le secteur des nouvelles technologies. L'innovation et le secteur des nouvelles technologies, c'est dans le cadre d'un réseau d'incubateurs qui s'appelle le Startup Paris Région Internationale, Sprint. Ce réseau d'incubateurs, nous l'avons mis en place en 2016 et il touche toute une série de grandes capitales francophones qui sont nos partenaires. Alors Alger, Tunis, Casablanca, Dakar, Beyrouth. Et nous avons décidé d'y accueillir Erevan et le futur Convergence Center du centre TUMO. C'est très important parce que ce réseau d'incubateurs de start-up, il est francophone. Et donc, il va pouvoir servir aux étudiants de l'UFAR, j'allais dire dans le prolongement du succès du sommet de la francophonie. Et donc, on va pouvoir les faire travailler, les faire créer leur start-up dans le cadre de ce réseau, avec la possibilité pour eux de venir en France, présenter leurs produits, présenter leurs innovations, comme on l'a fait cette année, dans le cadre du salon Viva Technologie qui s'est tenu à Paris du 16 au 17 mai dernier. On a invité une 50aine de start-up des pays partenaires, parmi lesquels il y avait 3 entrepreneurs arméniens de grands talents, et on pourra avoir plein de jeunes de l'UFAR qui participeront à ce réseau d'incubateurs Sprint. Mais notre partenariat avec l'UFAR est encore plus important que ça, puisque notre objectif, c'est, après le succès du sommet de la francophonie, de travailler à développer l'apprentissage de la langue française en Arménie, pour vraiment lancer des passerelles, construire des ponts entre l'Arménie et la France. Et c'est pour ça que nous avons décidé, je suis allée visiter moi-même l'UFAR, comme je suis allée visiter le centre TUMO, et nous avons décidé avec Jean-Marc Laveste, le recteur de l'UFAR, de participer, nous la région Île-de-France, très activement au financement du déménagement de l'UFAR et de ses nouveaux bâtiments. Alors, est-ce qu'on peut parler aussi de chiffres, puisque vous avez parlé de contributions financières? Oui. Je sais que le déménagement de l'UFAR va coûter 2 millions d'euros, 2 millions et demi d'euros, et qu'il faut trouver les 2 millions et demi d'euros. Et la première chose que j'ai faite, parce que je voulais que la région soit puissamment partenaire dans ce projet, c'est d'annoncer que nous contribuerions à hauteur de 500 000 euros à cette levée de fonds que réalise l'UFAR aujourd'hui. 500 000 euros pour être le premier contributeur, et j'allais dire, donner un coup de booster à cette levée de fonds, parce qu'avoir un premier contributeur significatif, évidemment, ça encourage tout le monde à donner. Et puis par ailleurs, hier, j'ai organisé à la région un dîner de levée de fonds en lien avec l'UGAB et le Fonds arménien, qui a réuni 130 personnes à la région pour pouvoir, là encore, recueillir des dons, mobiliser les mécènes pour qu'on réussisse à boucler ce tour de table de 2 millions et demi d'euros. Et en complément de ce soutien financier de la région, nous encouragerons aussi à la création de partenariats entre l'UFAR et les universités franciliennes. C'est pour ça que quand je suis venue en Arménie, j'avais emmené avec moi Philippe Tchamitchan, qui est le président de l'université Paris-Est Créteil-Marne-la-Vallée. Et l'idée, c'est de créer une filière commune franco-arménienne dans les mathématiques et les data science. Alors, au-delà de TUMO, au-delà de l'UFAR, la région Île-de-France participe également, et ce depuis 3 ans, au programme du Fonds arménien de France pour doter les villages de la région de Davouch, et en particulier les familles pauvres et les écoles de panneaux solaires. Alors, qu'est-ce qui motive la participation de la région dans ce projet ? Alors, l'action du Fonds arménien est très connue en Île-de-France. Là, ce sont plutôt des ressorts de coopération de type humanitaire
pour des villages qui sont des villages défavorisés. Donc c'est pas un partenariat de région capitale à région capitale, comme le partenariat que nous avons avec Erevan, dans lequel on fait beaucoup d'expertise sur la gestion des déchets, sur les transports, sur la planification urbaine, dans laquelle on échange, de métropole à métropole. Non, là c'est un projet qui est un projet d'aide au fonds arménien dans sa stratégie d'aide au développement des régions les plus pauvres d'Arménie, sur la question de l'agriculture, mais aussi sur la question de l'énergie solaire. C'est tout le programme agro-pastoral du Tavouche. Alors pour tout vous dire, c'est mon ami Patrick Devedjian qui m'avait personnellement demandé de participer à ce programme, en me disant que il ne fallait vraiment pas qu'on se limite à travailler avec Erevan, et qu'il fallait aussi qu'on sorte et qu'on aille aussi s'occuper de régions qui ont besoin d'aide au développement. La région a attribué 2 subventions au Tavouche en 2017 et 2018 pour un montant total d'à peu près 100 000 euros. Donc c'est quand même un montant très significatif. Et puis par ailleurs, là encore, on essaye de faire de l'aide en nature. Alors l'aide en nature comment ? Par exemple avec toutes nos capacités de formation professionnelle. Vous savez que la région paye beaucoup de formations professionnelles, de lycées professionnels, de CFA. C'est nous qui finançons toute la formation professionnelle en Île-de-France. Et donc on peut faire de la formation de formateurs. Et ça c'est très utile, notamment pour le fonds arménien, c'est-à-dire de faire former leurs formateurs en Île-de-France pour qu'ensuite ils reviennent et qu'ils puissent appliquer en Arménie toutes les nouvelles techniques de fertilisation des sols, toutes les nouvelles techniques de gestion de l'énergie solaire, etc. Merci Valérie Pécresse pour d'abord votre contribution et deuxièmement pour cette intervention sur les ondes d'IPFM. Merci à vous. C'était donc la présidente de la région Île-de-France. Évidemment, on a parlé de l'UFAR, mais aussi de la participation de la région dans les projets de développement aussi du Fonds arménien de France en Arménie. Alors, Jean-Marc Laveste, si on détaille les besoins pour que nos auditeurs comprennent à quoi les 2,5 millions d'euros, vous avez dit à l'explication 3 millions. Plutôt 3 millions, je dirais, parce que c'est pour ça qu'il y a aussi des grandes institutions arméniennes qui se mobilisent à nos côtés, comme l'UGAB et le Fonds arménien de France, parce que c'est un énorme projet, mais le recteur l'expliquera bien mieux que moi. Alors détaillons un petit peu le projet et puis parlons de la participation de l'État français dans ce développement de l'université française en Arménie. Alors, le projet global de création de campus, les sommes sont beaucoup plus importantes, comme vous le dites, on est plus près de 10 millions d'euros. Mais j'ai tenu en tant que recteur qu'une grande partie du financement soit apportée par l'université elle-même, c'est-à-dire que l'université va s'engager financièrement à travers un prêt sur une dizaine d'années pour financer une grande partie de ses travaux, parce que on doit être responsable, on doit avoir des modèles économiques, même en Arménie, qui sont des modèles économiques qui sont pérennes et soutenables, et donc une grande partie du dossier sera portée par les finances de l'université. Nous travaillons avec des prêts engagés en France ou en Arménie ? Des prêts qui seront engagés soit en Arménie, soit à travers des opérateurs financiers du type AFD Proparco, pour lequel c'est le métier. Et donc une seconde partie, c'est-à-dire à peu près un tiers de la somme, a été mise sur une levée de fonds participative, de manière à apporter notamment un certain nombre de garanties aux opérateurs financiers, puisque à ce moment-là, on est capable d'apporter une partie de cofinancement substantiel au projet. Et c'est bien l'objet de la levée de fonds. Donc actuellement, nous avons levé un peu plus de 33% de cette somme-là. Nous continuons à travailler dessus. Et je remercie bien entendu des opérateurs comme la région Île-de-France. Madame Pécresse est extrêmement modeste, mais elle a été la première dès qu'elle a vu le dossier, à s'engager. Et elle fait, comme elle le dit très bien, un effet d'entraînement. Parce que quand on a des opérateurs comme ça qui s'engagent,
les autres derrière partent et continuent à nous aider. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental et sur lequel je remercie l'ensemble des aides qui nous arrivent tout de suite pour boucler le budget de l'université. Alors il y a justement un site la internet partie d'ailleurs pour que chacun puisse donner, faire ses dons. Alors justement, l'État français, puisque là on est carrément, on va pas politiser la discussion, mais il y a un aspect géopolitique, présence de la France, expansion de la francophonie, un pont avec ces régions du monde pour la France via la jeunesse de l'Arménie. Donc il y a un intérêt très net, je le suppose, je le comprends ainsi, pour la France. Quelle est la participation du ministère de l'Éducation ou du ministère des Affaires étrangères? Alors, le ministère des Affaires étrangères est engagé toutes les années à l'université française. Le ministère des Affaires étrangères pourvoit de la masse salariale et pourvoit du budget en fonctionnement sur des sommes qui sont importantes et récurrentes toutes les années. Donc le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe va continuer à mettre son effort dessus, tout comme le gouvernement arménien qui, dans cette opération, va nous autoriser à pouvoir la réaliser hors TVA. Et donc 20% sur les sommes que j'annonce de 10 millions d'euros, c'est pas une petite contribution de l'ensemble des parties. Donc les deux gouvernements sont engagés et on considère des deux côtés que c'est un outil extrêmement important dans le cadre de la collaboration franco-arménienne, à la fois pour la France de faire rayonner sa langue, sa culture, mais également d'avoir des relais économiques à terme et des relais d'influence à terme dans le Caucase, mais aussi pour l'État arménien de pouvoir former son élite et derrière, comme 90% des étudiants formés restent en Arménie, de pouvoir s'appuyer sur cette élite pour développer le pays. Depuis une année, ce pays est en train de s'ouvrir et la force de puissance des étudiants diplômés va être un élément moteur de la croissance de l'Arménie. En tout cas, moi, j'en suis intimement convaincu. Et le gouvernement français finance cette université. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde entier, dans les différents pays, d'universités françaises avec cette dimension et cette capacité de former plusieurs milliers d'étudiants. Donc il y a le Vietnam, l'Égypte, pour ne citer que les plus importantes. Voilà, et puis l'Arménie. Donc, il y a des écoles, des collèges, mais pas forcément d'universités. Université française en tant que telle qui forme les élites et les cadres à la fois intermédiaires et supérieurs d'une nation, non, il n'y en a pas beaucoup. C'est la volonté de la France de l'avoir mis en place. Vous avez parlé tout à l'heure de la CGPME. CPME, oui. CPME. Oui. C'était CGPME avant. Ah, d'accord. Ouais. Donc, la contribution des entreprises. Pourquoi une entreprise française possédée par des non-arméniens, par exemple, et pourquoi pas par des Arméniens, s'engagerait dans cette aventure? Quel est l'intérêt pour cette entreprise ou pour cet entrepreneur? La motivation. C'est le potentiel qui existe en Arménie en termes de talent dont vous parliez tout à l'heure lorsque vous parliez du sommet des grands esprits ou des intelligences. C'est tout ce potentiel, la jeunesse, et là l'UFAR est contributrice de ce type de jeunesse qui sont bien formés, donc les petites et moyennes entreprises, mais plus généralement. Mais quel est leur intérêt? Leur intérêt, c'est d'avoir à la fois du personnel qualifié et d'être présent dans une région comme le Caucase, parce que l'Arménie, certes, mais aussi toute la région qui est intéressante en termes de relations socio-économiques, et aussi les relations qu'il peut y avoir entre les entreprises en France et les entreprises arméniennes dans le cadre d'une coopération économique entre les deux pays. Et je sais que les PME sont très intéressés. Leur président Bernard Cohen-Haddad, qui était donc mercredi soir au dîner de gala l'invité d'honneur, a confirmé l'intérêt qu'il portait lui-même ou les entreprises qui sont membres de cette confédération. Il participe financièrement aussi au projet
Et en même temps, ils vont organiser toutes les relations entre les entreprises. Mais là, le président du G2IA serait mieux à même d'expliquer ce que peuvent faire les entreprises et les potentiels qu'il y a. Ce qui est certain, c'est que il y a beaucoup à faire en Arménie et aussi des structures intermédiaires à créer, les corps intermédiaires. Toutes ces confédérations, les chambres de métier, les chambres de commerce, et tout cela doit participer du développement économique. Mais là, c'est le travail du G2IA en particulier. Et puis je sais à quel point ils sont dynamiques là-dessus. Alors on va en deuxième partie de notre émission parler de ces aspects-là précisément, mais auparavant nous allons interroger Michel Dédé, directeur de l'Institut de recherche en informatique de Toulouse, car ce nouveau campus, il apporte aussi un nouvel enseignement qui, Monsieur Lavesse, n'existait pas jusqu'à maintenant. Parce que là, il faut le rappeler, l'UFAR, c'est du droit, de la gestion et du marketing essentiellement. Et là, on rentre dans la sphère mathématique. Donc 2 mots avant d'avoir Monsieur Dédé avec nous dans cette discussion. Alors oui, tout à fait, vous le signalez. L'alma mater de l'UFAR, c'est l'Université Jean Moulin Lyon 3 depuis 20 ans, avec lesquels on porte des diplômes de droit, gestion, marketing, et je salue au passage ici le président Combi qui nous soutient. J'ai souhaité, en arrivant, qu'on ouvre une branche supplémentaire en sciences. Alors tout simplement parce qu'il y a une complémentarité. Quand on regarde le secteur industriel et économique en Arménie, les IT sont le 3e pilier de ce pays-là. Mais quand on parle du secteur des nouvelles technologies, il ne faut pas simplement penser aux scientifiques. Le secteur des nouvelles technologies, il a besoin de scientifiques, mais il a besoin de juristes, de marketeurs, de gestionnaires et de financiers. Et pour l'université comme la mienne, ouvrir ce secteur-là est tout à fait stratégique, puisqu'on lie l'ensemble des formations de cette université, celle de Lyon et celle de Toulouse, de manière à pouvoir avoir un pool de gens très compétents pour porter ce secteur-là. Alors Toulouse 3, parce que Toulouse 3 est engagé en Arménie, peu de gens le savent, depuis plus d'une quinzaine d'années. L'Institut de recherche en informatique, porté par Michel Dédé, est en collaboration avec l'Académie des sciences, et il nous le dira depuis maintenant 15 ans. Une collaboration à nature plutôt scientifique, et le partenariat qu'on va faire avec l'UFAR fait qu'on rajoute la brique pédagogique en amont d'une brique scientifique, ce qui, en termes, a un sens énorme, parce que ça veut dire qu'on stabilise les pieds d'une collaboration universitaire, formation et recherche. Et je remercie Toulouse 3 et notamment l'IRIT dans le partenariat qu'on met en place. Comme le dira Michel Dédé, des projets intéressants, des projets de supercalculateurs, des projets qui poussent, comme je le disais hier à quelques amis et l'autre jour au moment du gala, vers des niveaux de haute énergie, des niveaux de machines et de complexité de programmes qu'on peut regarder, qui sont particulièrement intéressants. Alors, nous sommes en ligne justement avec Michel Dédé. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, nous qui ne sommes pas forcément des mathématiciens et des scientifiques, alors expliquez-nous qu'est-ce que c'est qu'un supercalculateur et surtout à quoi il pourrait servir, et il sert déjà en Arménie, puisque ça a été dit, vous êtes déjà en relation depuis environ 15 ans avec l'Académie des sciences d'Arménie. Alors, un supercalculateur est une notion relativement relative, puisque la puissance de calcul, c'est de ça dont il s'agit. Les supercalculateurs évoluent avec le temps. À l'heure actuelle, un supercalculateur, c'est une machine qui fait quelques millions de milliards d'opérations de calcul par seconde. Et c'est vrai que vers 2020, on devrait avoir des machines qui réalisent 1 milliard, 2 milliards d'opérations de calcul par seconde. Alors c'est des chiffres qui paraissent impressionnants, mais d'un point de vue scientifique et même en termes d'impact sociétaux, il y a un certain nombre d'utilisations qui intéressent forcément les grands publics. Une des applications les plus compréhensibles du grand public, c'est par exemple la prévision météorologique. Lorsqu'on fait des prévisions météorologiques à 48 heures, 72 heures ou à long terme, 5 jours, 7 jours, 2 semaines, ça mobilise une grande puissance de calcul, puisque l'évolution du climat est prédite par un certain nombre d'équations mathématiques très compliquées,
les résoudre précisément permet d'avoir des prévisions météorologiques assez fiables à court terme et on capture bien les grandes tendances à échéance d'une semaine, 2 semaines, voire à long terme sur quelques mois. Et ça mobilise des puissances de calcul assez faramineuses. Si on les avait pas, on serait dans une situation assez amusante où on pourrait devoir attendre plusieurs jours pour calculer le résultat des prévisions météorologiques à échéance de 48 heures. Alors ça aurait un intérêt puisque ça validerait les modèles qui calculent ces prévisions météorologiques. Par contre, savoir au bout de 5 jours le temps d'ici demain ou après-demain, ça présente pas un grand intérêt du point de vue de la public. Sur l'Arménie, oui. Alors justement, je voulais vous interroger sur l'Arménie, puisque la France est connue par son niveau très avancé en sciences mathématiques. Quelle est d'après votre expérience avec l'Arménie, quelle est votre impression? Parce qu'il y a eu l'école soviétique, il y a eu l'école des mathématiques depuis l'indépendance. Il y a un débat, même chez les parents, chez les citoyens d'Arménie. Est-ce que l'extérieur c'est mieux qu'en Arménie? Est-ce que le niveau il est toujours bon? Quelle est votre impression en faisant cette comparaison avec la France? Alors, ce que l'on trouve d'assez remarquable dans les coopérations scientifiques que nous avons développées en Arménie, c'est qu'il y a un excellent niveau de formation. En particulier, il y a des bases théoriques très solides que malheureusement on perd en France sur certains aspects, par exemple mathématiques. Et je pense que c'est dû au fait que effectivement l'Arménie était l'ancienne république high-tech, si je peux utiliser le terme, en Union soviétique, puisque si j'ai bien compris, c'est là qu'on fabriquait les premiers ordinateurs. Donc il y a un excellent niveau, et pour nous, ça fournit un terrain de coopération qui est extrêmement favorable et que nous développons depuis, comme l'a dit Jean-Marc Laveste, une quinzaine d'années. Donc je pense que c'est une réelle opportunité pour le pays qui a des ambitions qui me paraissent très très légitimes en termes du développement de tout ce qui est le numérique au niveau de l'économie, ce qui passe forcément par la formation, dont la création d'une formation en mathématiques et informatique à l'UFAR, c'est un événement aussi de ce point de vue-là, et qui passe aussi par le développement d'un secteur de recherche au plus haut niveau. Alors quelle sera votre contribution réelle, pratique, pragmatique dans l'UFAR de demain? Alors, nous, dans ce contexte-là, donc initialement, c'était des coopérations essentiellement recherche avec l'Académie des sciences d'Arménie. L'UFAR est associé depuis quelques années à toutes nos actions parce que ça apporte une composante de formation qui est indispensable. Il n'y a pas de recherche sans formation. Ça apporte aussi une dynamique qui permet de consolider un peu la recherche, puisque certains chercheurs associés à l'Académie des sciences d'Arménie pourraient intervenir sur des formations à l'UFAR. Donc on retrouverait un peu du système français où on a des enseignants et chercheurs. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a création de double diplôme avec l'université Toulouse 3, donc entre l'UFAR et Toulouse 3, et je pense que c'est un énorme plus en termes d'attractivité des formations. Déjà, à l'heure actuelle, nous avons un flux d'une dizaine d'enseignants-chercheurs de mon laboratoire qui viennent en Arménie, qui ont des coopérations en recherche, et qui interviennent dans les formations à UFAR, et nous avons le même flux en retour de l'Arménie en France. Ensuite, il y a un flux assez important. Alors tout ça, c'est financé sur un programme Erasmus+. Il y a un flux assez important d'étudiants au niveau master M1 et M2. Il y en a à peu près 8 par an. Et 3-4 thèses co-encadrées par des chercheurs français et arméniens par an. Donc ça, c'est un programme qui, pour nous, est extrêmement intéressant. Et je pense que c'est aussi très intéressant côté arménien. Merci Michel Dédé pour votre contribution d'abord en Arménie et puis votre participation à cette émission. Donc nous avons peut-être compris un peu mieux à quoi servent les mathématiques aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Donc, on va parler évidemment de high-tech, on va parler d'innovation. Je sais que vous, Jean-Marc Laveste, vous êtes votre formation à la base est technologique. Vous êtes venu du monde de la robotique. Physicien. Et puis, voilà. Et puis, vous êtes tombé dans l'enseignement, la pédagogie et le management, on va dire, universitaire. Et donc, on va parler avec Philippe Poux, qui est en Arménie depuis quelques années, qui a peut-être retrouvé une Arménie qu'il connaissait pas avant, puisqu'il n'est pas arménien, il est français, et que son regard sur l'Arménie, sur le développement de l'Arménie, sur la jeunesse de l'Arménie nous intéresse, et qui est à la fois président du G2IA. Merci d'être avec nous, Philippe Poux. Quel est, par rapport à l'UFAR, au développement de l'UFAR et la relation étudiants, ou plutôt université-marché de l'innovation, quel est votre regard sur le développement et sur les avancées de l'Arménie ? C'est très simple. Quand on est un Français pur, qui va en Arménie, même si je connaissais un peu de culture et d'histoire, et qui découvre que justement il y a une université française, on est très fiers, parce que nous aussi Français, on est un peu chauvins. Donc c'est extrêmement agréable de voir ça. Ensuite, moi je crois aux échanges. Et la culture et la langue, c'est le point de passage fondamental des échanges. Or, l'échange, c'est ce qui permet de se développer. Je vais reprendre un exemple d'une phrase qui vient d'être recitée abondamment depuis le décès malheureux de Michel Serres. Il rappelait que quand je vais chez mon boulanger et que j'achète une baguette, je lui donne 1 euro, il me donne sa baguette. Ça, c'est de l'échange. Par contre, quand quelqu'un m'apprend quelque chose, il le sait toujours, moi je le sais aussi. Ça, c'est de l'accroissement. Le fait d'avoir une université et de faire de la formation, c'est bien plus important. Et c'est ce genre de choses qu'il faut qu'on aide. C'est pour ça que je trouve magnifique qu'il y ait une université française en Arménie, qu'elle se développe sur d'autres secteurs, qu'elle se rapproche du Toumo et qu'elle devienne un pôle d'attractivité encore plus important. Alors justement, la relation avec l'avenir, université avenir, parce que c'est le débat permanent un peu partout aujourd'hui dans le monde. Avant, il y avait des métiers très clairs. Aujourd'hui, les métiers varient. Le monde est en train de bouger. Et les jeunes sont à la recherche de métiers qui vont exister demain et pour longtemps. Et qu'est-ce que l'Arménie apporte au monde et à elle-même dans le domaine de l'innovation technologique? Et donc, comment créer cette relation? Et surtout, quand on vient de parler de mathématiques, comment faire en sorte que l'UFAR puisse générer une jeunesse capable de s'impliquer dans l'innovation de demain? Michel Dédé le disait tout à l'heure, l'important c'est parfois le socle. C'est-à-dire que c'est pas obligatoirement des formations ultra précises, pointues qu'il faut rechercher. C'est déjà d'avoir les bons socles sur un certain nombre de compétences, donc les mathématiques, la high-tech. Mais là aussi, je rejoins Monsieur Laveste, le marketing. Parce qu'on le voit un peu beaucoup. Il y a des jeunes qui ont des idées de start-up super passionnantes, sauf que s'ils travaillent pas un peu leur marketing, ça va être très difficile. Parce qu'on peut avoir le plus beau produit du monde, si on n'est pas capable de le mettre dans une vitrine, on le vendra jamais. Donc je suis totalement d'accord là aussi sur le fait qu'il faut un mix de compétences. Et puis, continuer de créer des relations, des échanges pour que ils puissent voir ce qui se fait dans d'autres endroits, qu'ils puissent se montrer. On est assez fiers ces derniers temps d'avoir réussi 2 choses. Un, avec l'aide alors très forte de l'UGAB et d'Hightech, c'est d'avoir monté un pavillon Arménie à Vivatech. Oui. Parce que Vivatech, c'est devenu quand même le salon le plus important sur la high-tech en Europe, voire mondialement. Et c'était le sujet de notre dernier carte sur table. Voilà, et c'est la première fois qu'il y avait un pavillon arménien avec une dizaine de start-up, une dizaine de sociétés sponsors et beaucoup de gens qui ont découvert que, il se passe des choses en Arménie. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même un petit problème de communication. Puis la deuxième chose qu'on a réussi, c'est de faire rentrer Erevan dans le réseau French Tech. Donc ces choses-là vont aider au développement. Et après, pour répondre aussi à l'autre partie, moi, ce que j'avais découvert, c'est un niveau, en effet, de connaissance, d'envie de travail et d'envie d'évolution qui est assez remarquable et que je vois pas très souvent, honnêtement. Alors, Raik Mnatagnian, vous étiez notre invité la semaine dernière, puisqu'on a parlé avec quelques start-upers autour de cette table qui ont participé à Vivatech au salon Inspiring Armenia, donc l'Arménie qui inspire. Et vous étiez vous-même à l'UFAR il y a quelques années. Quelle a été votre expérience? Pourquoi avoir choisi l'UFAR d'abord?
Pour moi, c'était une décision logique parce que je venais de revenir de France en Arménie. Je pensais que c'était les meilleures études que j'aurais pu trouver en Arménie. Et surtout, ça m'aurait permis de garder un pied en Arménie et un pied en France et de garder cette connexion auquel je tiens beaucoup. Vu ma formation initiale, étant donné que j'ai vécu certaines années en France. Alors, vous aviez déjà une base de français, mais oui. je me permets d'ouvrir une parenthèse avec Monsieur Laveste pour dire qu'il y a des étudiants qui arrivent à l'UFAR sans parler français et ils sortent francophones. C'est la règle générale, parce que je pense que 80-90% des étudiants qui sortent de l'équivalent de la terminale en Arménie et qui rentrent à l'université ne parlent pas le français. Donc nous récupérons beaucoup d'étudiants qui ne parlent pas le français, et la pédagogie elle est construite sur ce principe-là au départ. En revanche, pendant les 4 années de licence, ils vont faire énormément d'heures d'arménien, de français, d'anglais, de russe, d'allemand ou d'espagnol, et ils devront certifier le B2 français pour avoir le diplôme. Donc ils sortent forcément francophones, sinon ils n'ont pas le diplôme français. Donc oui, c'est une contrainte forte. C'est une contrainte, mais c'est quand même fou de faire la fac sans parler la langue qui est pratiquée dans cette faculté. Mais bon, on voit quand même les résultats à la sortie. Haïk Nataganian, moi je vais... Donc, en attendant d'avoir notre prochain invité, je vais vous demander de nous dire quelle est la relation, parce que les jeunes sont très dynamiques, on les voit, etc. Mais est-ce que vous, quand vous êtes à l'UFAR et à l'université en Arménie, vous avez un lien avec le monde de l'entreprise? Est-ce que vous vous préparez à vous engager dans une entreprise donnée, ou après l'université, le monde de l'emploi est dur quand même en Arménie? Non, bien au contraire. Je pense que, enfin, c'est pas que je pense, en me basant sur mon expérience et l'expérience de mes amis qui ont également étudié à l'UFAR, ce que je peux dire, c'est que déjà l'UFAR présente une concurrence assez sévère au sein des étudiants, parce que les études ne sont pas faciles. Il faut investir beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour pouvoir se distinguer dans un premier temps et pour pouvoir étudier avoir des études de haute qualité, et c'est très important à l'UFAR. Et de notre côté, ça ouvre les portes à un grand réseau où nous avons la chance d'interagir avec un personnel, les enseignants arménien en tant que français, et ça présente des perspectives sur les deux champs, on va dire, en Europe, en France et en Arménie. Donc, bien au contraire, la plupart des étudiants, enfin tous les étudiants que moi je connais personnellement, ils sont sortis, ils avaient soit déjà un emploi, soit ils ont tout de suite trouvé un emploi, parce que c'est vraiment des cadres formés et professionnels pour l'avenir de l'Arménie. Jean-Marc Laveste, les entreprises arméniennes ont-elles une préférence, peut-être pas seulement pour l'UFAR, c'est peut-être aussi vrai pour l'Université américaine d'Arménie. Donc il y a des universités qui produisent des futurs cadres beaucoup mieux armés que d'autres, et dont l'UFAR peut-être. Bien entendu, la question que vous me posez, c'est une question de bon sens de marché. Les entreprises, le secteur des entreprises en Arménie, bien entendu, classe les étudiants sortis des différentes universités, et dans le classement qui est opéré, oui, je peux dire que l'université française et très certainement l'université américaine trustent les places, récupèrent les places les plus en vie, et ce qui veut dire que derrière, c'est pas nous qui disons que nos diplômes sont de qualité, ce sont les entreprises qui le disent en embauchant nos étudiants. Alors, évidemment, pour nous, ça nous pose un autre problème, c'est que si l'UFAR a cette qualité d'enseignement, notre envie, notre désir, c'est de voir l'université arménienne se développer pour arriver à ce bon niveau, pour que l'égalité aussi, en ces termes-là, soit assurée. Et je pense que indirectement, c'est aussi une des missions qui est donnée à l'université française. L'université française, elle fait 2% du marché de l'enseignement supérieur en Arménie. Donc, on n'a pas vocation à traiter 90% des étudiants en Arménie. Mais la façon, la méthodologie, la rigueur qu'on applique dans l'université servent et doivent servir. Et je sais que quand on discute avec les divers ministères, on voit que l'intérêt de l'université française étant plus flexible, plus agile, c'est de montrer
un petit peu les voies aussi aux autres établissements qui n'ont pas forcément les mêmes contraintes que nous, mais qui derrière peuvent aussi s'appuyer sur des expériences pilotes que nous menons ici à l'Université française. Alors justement, cette rigueur, cette méthodologie vient à la base de Lyon, de l'université de Jean Lyon Moulin, 3. Lyon 3. Et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Guillaume Rousset, vice-président en charge des relations internationales à l'université Jean Moulin 3, et qui est à la fois doyen associé de la faculté de droit de l'UFAR. Tout à fait. Je pense que l'Université française en Arménie ne serait pas ce qu'elle est sans son alma mater, sans cette impulsion lyonnaise qui, à 20 ans, l'a créée. On doit beaucoup à l'Université Jean Moulin Lyon 3, à ses différents présidents successifs, et notamment au président Jacques Combi en place. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'écouter ce que M. Guillaume Rousset, vice-président des relations internationales, va vouloir nous dire sur cette université. Alors justement, M. Rousset, bonjour. Bonjour monsieur. Merci. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, d'abord, comment ça se passe avant de parler de l'Arménie? Généralement, est-ce que vous avez d'autres partenariats avec d'autres pays? Oui, alors bien évidemment, l'université Jean Moulin Lyon 3 a une politique internationale très dynamique. Il faut savoir par exemple que nous accueillons chaque année près de 5000 étudiants internationaux, ce qui fait de notre université la 10e université française sur les 72 existantes. On a énormément de doubles diplômes, de programmes délocalisés. Nous participons à une quantité de programmes européens de manière forte et structurante. Donc oui, la politique internationale de notre université est très forte, et notre collaboration historique avec l'UFAR et avec l'Arménie est un des éléments structurants. Ce n'est pas l'élément unique, puisque nous avons des programmes délocalisés dans une vingtaine de pays, mais bien évidemment, en termes de nombre de programmes, en termes de nombre d'étudiants, la collaboration structurante avec l'UFAR est probablement un élément clé, un élément majeur de notre politique internationale. Alors, quand on parle de méthodologie, est-ce que les universités à l'étranger, comme par exemple pour l'UFAR, ont forcément besoin de s'adapter par rapport au milieu local, au pays? Comment faire que la méthodologie adoptée en France soit respectée dans ces pays-là, alors que chaque pays a sa... Finalement, parce que ce sont des étudiants qui vont avoir un diplôme donné par Lyon 3, et pour ce faire, il faut que Lyon 3 soit assuré que ce diplôme correspond à une méthodologie d'enseignement. Donc, comment la pédagogie, la méthodologie est adaptée dans un pays donné, et en l'occurrence en Arménie? Alors vous abordez deux points qui sont majeurs. Le premier, c'est que nous ne pouvons pas dupliquer le diplôme qui est offert à Lyon 3 au sein de l'université française en Arménie. Il faut forcément adapter un certain nombre de contenus pédagogiques, un certain nombre d'approches, un certain nombre d'éléments pour prendre en compte les spécificités du marché économique ou social, du marché de l'emploi arménien. Donc ça c'est fondamental. On ne fait pas à l'UFAR les diplômes qu'on leur propose à Lyon 3 de la même manière que lorsqu'on les propose aux étudiants français ou étrangers à Lyon 3. Il y a une adaptation, il y a une prise en compte des spécificités. Cette prise en compte de la spécificité, elle se fait aussi dans la pédagogie. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire que lorsque nos enseignants en droit ou en gestion viennent pour une petite semaine de cours, forcément, on ne fait pas les cours de la même manière. L'intensité est plus forte. La connaissance linguistique, les compétences francophones des étudiants sont excellentes, mais forcément, on essaye aussi d'adapter le registre de langage, d'adapter le niveau de précision, d'adapter le degré d'approfondissement pour prendre en compte le fait que ces étudiants qui sont de grande qualité sont aussi des étudiants qui, en plus du cursus français, suivent le cursus arménien. Et probablement que cela a déjà été dit au cours des différents échanges, il faut réaliser tout l'effort que cela constitue pour les étudiants arméniens de suivre un double cursus, un cursus arménien en langue arménienne avec des profs arméniens, et un cursus français en français et en langue française avec une technicité qui est très forte. Donc évidemment, on prend en compte ces spécificités. Bien évidemment, on adapte la pédagogie. On n'enseigne pas à l'étranger comme on enseigne en France et inversement. Mais en tout cas, il faut reconnaître le mérite des étudiants qui suivent ce rythme très intense et ont des très beaux succès
notamment en termes d'employabilité, comme ça a été mentionné tout à l'heure. Alors si on prend l'exemple, puisque vous êtes également le doyen associé de la faculté de droit de l'UFAR, si on prend l'exemple d'un étudiant en droit à l'UFAR, un étudiant de la même année en droit à Lyon 3, qu'est-ce qui les différencie, et surtout si cet étudiant que nous n'espérons pas voir en France, mais rester en Arménie, mais s'il arrive en France, est-ce qu'il aura les compétences nécessaires pour travailler dans ce pays? Alors, ce qui les différencie, c'est que naturellement, il n'y a pas toujours le même type de cours ou le même nombre de cours ou le même volume de cours entre le cursus qui est suivi en France et le cursus qui est suivi en Arménie. Ce qui les différencie, c'est peut-être aussi qu'on insiste plus encore sur la question de la méthodologie, parce que les étudiants, par exemple, en master en France, ont été bercés par la méthodologie juridique française, ont pris des habitudes très fortes que n'ont pas forcément au tout début les étudiants arméniens. La manière de penser des juristes français étant parfois un peu particulière, il est nécessaire d'avoir des enseignements de méthodologie de la recherche notamment qui soient plus forts encore pour que les étudiants arméniens puissent s'inscrire pleinement dans cet esprit juridique français. Pour répondre au deuxième point que vous évoquez, clairement, lorsque nous avons des étudiants arméniens qui viennent compléter leur cursus en suivant un diplôme français en France, directement à Lyon 3, ils ont été par le passé à l'UFAR et ont bénéficié de la qualité d'enseignement de l'UFAR et de la qualité d'enseignement de Lyon 3. Et ce sont souvent des très très bons étudiants qui candidatent pour suivre la suite du cursus en France, et sous les réserves de quelques adaptations qu'ils doivent réaliser en début de semestre ou en début d'année, comme à chaque fois, ils réussissent le plus souvent très bien, et cela de la licence au master jusqu'au doctorat. Donc la qualité est là, et lorsque les étudiants viennent aussi en France, on est souvent ravis. Et je rapporte un témoignage, parce que l'on a des étudiants qui viennent chaque année naturellement, et notamment au moment des examens, par rapport au niveau moyen des étudiants internationaux que nous accueillons, les enseignants qui font passer les examens et notamment les oraux sont très souvent très agréablement surpris par le niveau de compétences techniques et le niveau linguistique des étudiants, ce qui nous permet d'avoir parfois de très très belles notes qu'on n'espérerait pas pour d'autres étudiants, par exemple pour des étudiants français. Alors, dernière question, quelles sont les attentes de Lyon 3 par rapport au développement de l'UFAR en Arménie? Alors, ces attentes sont multiples. Un des aspects essentiels et que le recteur Laveste a développé depuis sa prise de fonction, c'est le développement de la recherche. Notre université française en Arménie est une université qui historiquement est d'abord centrée sur la question de la formation, et c'est un élément fondamental. La question de la recherche méritait d'être développée, et le recteur Laveste en a pris conscience et l'a permis de différentes manières, notamment par l'organisation de manifestations, à travers la chaire Senghor pour la francophonie que nous avons également à Erevan. Chaque année, nous organisons plusieurs manifestations franco-arméniennes, mais aussi parfois en lien avec d'autres partenaires, par exemple la Suisse, qui avait été impliquée dans une manifestation sur la e-réputation il y a quelque temps. Et donc, nous essayons de développer une politique de colloques, de congrès, bref, une politique scientifique qui soit ambitieuse et qui est efficace. Et le deuxième aspect, c'est la question du doctorat, puisque grâce à un système mis en place, nous avons à l'UFAR depuis 3 ans une équipe de plus d'une douzaine de doctorants en sciences de gestion de manière générale et en droit, inscrits majoritairement à l'université Lyon 3, mais aussi parfois dans d'autres universités françaises, notamment à Clermont, l'université d'Auvergne. Et ça, c'est un élément essentiel parce que ça forme pour partie le futur corps enseignant et enseignant-chercheur de l'université française en Arménie, avec des thèses qui sont faites avec des directeurs de thèse français, dans des laboratoires français, en lien étroit avec l'UFAR. Mais il y a bien cette double compétence et cette double culture qui permettra à l'UFAR, sous peu, de continuer à développer sa recherche et la qualité de son enseignement. Guillaume Rousset, merci d'avoir été avec nous pour apporter votre témoignage sur le développement et cette collaboration entre Jean Moulin, donc Lyon 3, et l'Université française en Arménie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Jean-Marc Laveste, donc les relations avec l'Université de Lyon sont apparemment
encourageante pour l'avenir. Quelles sont vos attentes en termes de développement? Là, on a parlé de droit, de marketing, de gestion. On parle désormais de recherche et de mathématiques. Est-ce qu'il y a d'autres projets encore qui tournent dans votre esprit et qu'on pourrait dévoiler? Bon, comme le précise le professeur Rousset, le volet de la recherche, j'en ai peu parlé, mais j'y ai attaché beaucoup d'importance. On a actuellement 12 ou 13, peut-être 13 doctorants qui sont les futurs enseignants-chercheurs de l'université française, qui sont en thèse à Lyon 3. Et ça demain, c'est le relais de croissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer d'augmenter la taille de l'université, de faire un projet comme UFAR 20+, si on n'a pas en interne déjà les relais de croissance qui vous maintiennent au niveau de la qualité. Et Guillaume le rappelait, je l'en remercie parce que c'est un élément qui est important. Ensuite, je pense à quoi ? Nous devons d'abord finir d'avancer notre projet UFAR 20+, mais il y a des sujets qui m'intéressent. Le premier sujet qui m'intéresse, ça sera très certainement de continuer à travailler avec la région parisienne autour d'une formation beaucoup plus ancrée sur les mathématiques. Parce que l'école des mathématiques arménienne est excellente, l'école des mathématiques parisienne est excellente, et je pense que au-delà de l'informatique, il faut qu'on ait un flux pas très important, mais de bons mathématiciens. Ça, c'est une chose qui m'intéresse. La deuxième chose qui m'intéresse, je pense qu'à un moment ou un autre, l'UFAR devra se poser sa question d'une formation en sciences politiques, parce que on peut former des cadres qui vont partir sur le marché du travail. C'est ce que nous faisons tout de suite dans les secteurs portés par Lyon 3 ou dans les secteurs portés par Toulouse. Mais à un moment ou à un autre, la France, le rôle de la France dans le Caucase est aussi attendu dans la façon de penser qui est différente, dans la façon d'aborder les problématiques multilatérales qui sont différentes. Et derrière, les écoles de formation autour des sciences politiques sont quelque chose qui peut trouver et qui doivent trouver leur place dans une université comme la nôtre. Alors, je sais pas encore ni la nature du format, ni la nature de la collaboration, mais pour moi, il y a vraiment un axe qui est à regarder ici. Ensuite, l'axe sur lequel l'université devra se pencher, et pour faire cela, elle doit discuter également avec le gouvernement arménien. Il y a énormément de possibilités sur des diplômes intermédiaires à l'équivalent de Bac+2 et non pas à des Bac+4, puisqu'actuellement les licences sont en 4 ans. Et on voit très bien qu'il n'y a aucune nécessité à faire payer des familles arméniennes pendant 4 années, parce que ça représente une somme d'argent qui est vraiment conséquente. Et je suis père de famille, j'ai des enfants qui font de l'enseignement supérieur, je sais ce que ça coûte, et derrière, il faut se poser la question de l'adéquation du niveau de diplôme, du niveau d'investissement et de l'employabilité réelle du marché. Comme en France, dans les années 60 ou 70, où on avait développé massivement des Bac+2 à travers des BTS ou des DUT, il y a tout à fait en Arménie la notion de revisiter quels sont le niveau de professionnalisation, de compétences, et quelles sont les années nécessaires pour que ces diplômes viennent servir le marché arménien. Je pense au tourisme, je pense pour partie sur des problématiques en informatique, mais je pense aussi sur beaucoup d'autres sujets. L'environnement, le BTP, le service, l'agriculture, où on n'a pas besoin d'aller jusqu'à des diplômes aussi longs pour servir rapidement l'emploi dont nous avons besoin en Arménie. Et ça nécessite un travail de fond que je suis en train de faire avec le gouvernement, accompagné avec la notion de contrat d'apprentissage. Je veux et je voudrais que la question du contrat d'apprentissage soit abordée structurellement, la façon dont on le fait, la façon dont on le finance. Je rappelle qu'en France, le mécanisme, même s'il est beaucoup plus compliqué, est quand même un prélèvement sur de la masse salariale au niveau des entreprises qu'elle peut récupérer, tout ou partie, on pourrait dire qu'elle peut le récupérer intégralement, si elle s'investit dans la formation en alternance de ces cadres. Ce type de mécanisme incitatif est quelque chose qui irait extrêmement bien en Arménie. Mais il s'agit là de cursus universitaire ou c'est de l'enseignement alternatif? Ça peut être cursus
alternatif donnant un diplôme universitaire. On peut faire de l'alternance en master, comme on peut le faire en licence, comme on pourrait le faire sur les bac+2. Cette liaison intrinsèque forte, et c'est pour ça que hier la présence de la CPE était aussi importante, parce que en France, nous avons maintenant 30 ans, 40 ans de recul sur ce type d'outils, et je pense qu'une expertise, et l'expertise de M. Cohen-Haddad au regard des autorités arméniennes permettrait très certainement de dégager des nouveaux outils permettant aux universités de fournir les meilleures qualifications au meilleur niveau et au temps juste nécessaire dont a besoin le marché et ce que peuvent payer les familles. Cette adéquation est une adéquation qui me tient vraiment à cœur. Et là, je pense que nous avons également un champ énorme de développement, de propositions également de la part des Français pour venir apporter et en tout cas éclairer un certain nombre d'idées sur nos amis arméniens. Alors, nous avons parlé de financement, nous avons parlé de budget avec Alexis Kovsian, et pour ce faire, il y a deux organisations arméniennes qui apportent leur contribution à ce projet de levée de fonds. Nadia Gourdunian et Michel Pazoumian. Nadia Gourdunian, présidente de l'UGAB France, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une question toute simple. Pourquoi l'UGAB est intéressé par ce projet de l'UFAR et quelle est sa contribution dans cette levée de fonds? Je voudrais tout d'abord donc saluer tout le monde, monsieur le doyen en particulier Jean-Marc Laveste et tous vos amis qui soutiennent l'UFAR. L'Union Générale Arménienne de Bienfaisance est particulièrement fière en fait de soutenir l'UFAR pour différentes raisons. Nous sommes d'abord français. Et donc nous avons un devoir de soutenir la propagation de la langue et de la culture française dans notre pays d'origine en Arménie. Et donc l'UFAR est ce fleuron merveilleux qui contribue à la francophilie, à la francophonie de façon très brillante. Et c'est pour nous, UGAB, qui sommes très liés à la culture en général, c'est naturellement un soutien qui nous paraît évident et que nous sommes très fiers d'apporter. De façon plus concrète, c'est encore une fois une fierté pour nous de soutenir à la fois une bourse de doctorat, des stagiaires, puisque nous avons une trentaine de stagiaires qui viennent tous les ans en France pour passer 7 semaines de stage de qualité. Et on est très heureux à chaque fois de constater que les maîtres de stage sont très satisfaits du niveau de français et du niveau en général de leurs stagiaires. Donc nous nous occupons de ces stagiaires. Et également, plus récemment, on a développé avec l'aide de Monsieur Laveste, un programme de formation à l'entrepreneuriat, ce qui va un peu dans le sens de l'histoire plus actuelle, dans ces projets de former les Arméniens au-delà du marketing, du juridique et du légal, etc., de passer à un niveau d'entrepreneuriat pour favoriser les startups. Nous avons donc un programme que nous faisons avec le soutien de la région Île-de-France, avec l'aide bien sûr donc de l'UFAR, pour soutenir la formation à l'entrepreneuriat. Donc on essaye en fait de collaborer le plus possible sur différentes facettes avec l'UFAR. Et encore une fois, pour nous, l'objectif en tant que Français et en tant que personne, je dirais, morale attachée à la culture et au développement des étudiants, c'est naturellement que le soutien à l'UFAR, pour nous, se fait avec grand plaisir. Et la contribution dans le développement, ce nouveau projet, le nouveau campus UFAR 20+, qu'est-ce que l'UGAB y apporte? Quelle est sa contribution? Ben là, nous sommes très modestes dans ce programme-là. On amène naturellement notre soutien logistique en particulier, parce qu'encore une fois, on sait toute la valeur qu'a aujourd'hui déjà l'UFAR et on est absolument motivé et impressionné par ce que sera l'UFAR 20+, ce nouveau campus, qui permettra d'avoir
une meilleure logistique pour les étudiants, plus de place pour les étudiants, ces centres de recherche, etc. Et donc, ce qu'on veut, c'est de soutenir par notre aide, par notre présence, par notre soutien logistique autant que possible. Et j'espère que nous aurons d'autres programmes que nous pourrons développer avec l'UFAR dans ce nouveau campus. Merci Nadia Gourdunian. Nous poursuivrons avec Michel Pazumian qui est en ligne avec nous, vice-président du Fonds arménien de France. Michel Pazumian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je suis à l'aéroport pour décoller pour Erevan tout à l'heure. Ah, quelle chance. Donc, très rapidement alors, tout simplement, quel est l'apport du Fonds arménien de France et quelle est la vision du Fonds arménien de France, en quelques mots, sur le développement de l'université française en Arménie? Alors, le développement, l'université française en Arménie est pour nous un prolongement fantastique de tout ce que les fonds arméniens font en Arménie depuis l'indépendance. Vous savez que les fonds ont financé des centaines de maternelles, de communales. Et puis aujourd'hui, nous sommes sur des formations professionnelles et spécialisées. Jean-Marc Laveste est un excellent conseiller pour moi et pour nous actuellement. Il a tout à l'heure parlé des CAP, des contrats d'apprentissage, de l'alternance. C'est tout à fait dans cette direction que nous travaillons. Nous l'avons fait avec l'école des métiers du bâtiment de Chouchi et avec l'aide de Jean-Marc, nous allons le faire sur une école franco-arménienne d'agriculture qui viendra soutenir le programme du Tavouche dans le cadre d'un campus complet, école, ferme école, fromagerie école, matériel. Et donc, je dirais que l'UFAR est le sommet de tout cela, c'est le prolongement de tout ce cycle que Jean-Marc connaît très très bien, qu'il vient rapidement de décrire, et c'est la raison pour laquelle on va travailler ensemble, et on a vraiment beaucoup besoin de son expérience. Et donc pour nous, le soutien à l'UFAR était évident, puisque je suis aussi moi-même de formation managériale, etc. Et je sais à quel point les entreprises, les PME d'Arménie ont besoin de gens formés au niveau de celui que l'UFAR forme. Donc, vous voyez, l'UFAR s'inscrit pour nous dans tout un cycle de la maternelle à l'UFAR, et donc le Fonds arménien s'est massivement mobilisé, Jean-Marc le sait, dès le premier jour, parce que pour nous, en plus Arméniens de France, ce projet UFAR 2000, c'est un bijou extraordinaire, c'est une fierté extraordinaire. Donc l'UFAR a notre soutien plus que 100%, et je compte beaucoup sur Jean-Marc pour nous aider sur les autres cycles dont il a parlé tout à l'heure. Merci Michel Pazumian, merci beaucoup et bon voyage à vous. Alexis Govsian, on va revenir et on va conclure tous ensemble, mais on va parler finances, on va parler aussi appel aux dons aux entreprises, surtout françaises, qui elles peuvent contribuer et doivent contribuer, et surtout les régions. Donc comment, pour terminer cette émission avec vous, comment peut-on faire pour dire aux Français, aux institutions, qu'il y a, ça a été appelé, c'est un bijou au Caucase. Donc, c'est une pépite, que un faire fleuron. Je rappelle un budget d'environ 10 millions d'euros sur le plan global, dont les 2/3 sont pris en charge par l'UFAR, par la mobilisation de financement, et aussi d'autres fonds européens qu'elle peut trouver. Donc il y a 1/3 du budget, ce qui est normal dans ce genre d'opération, à peu près public-privé, 1/3 qui doit venir d'autres institutions, donc de collectivités, de régions, d'entreprises, mais aussi d'individus. Les Français d'origine arménienne, je sais qu'ils sont très sollicités, mais un projet tel que décrit par le recteur a du sens aussi pour
à la fois la présence et le prolongement de notre activité en Arménie. Donc tout ceci doit se conjuguer globalement. Les régions, la région Île-de-France a été la première, c'est normal, c'est notre région capitale sur le plan européen aussi. Et c'est Valérie Pécresse que l'on connaît bien, mais d'autres régions aussi doivent pouvoir s'impliquer, bien évidemment PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, pour ne citer que celle-ci, mais aussi Pays de la Loire, les Hauts-de-France, l'Occitanie. Donc nous avons des contacts pour que les choses avancent avec ces collectivités. D'autres institutions, on a parlé d'ACPME, mais plus globalement les entreprises avec le MEDEF, les chambres de commerce sont également sollicitées pour qu'elles puissent participer. Et tout est défiscalisé et défiscalisable en termes de dons, puisque l'UGAB et le Fonds arménien je voulais en venir à cela, c'est que l'UGAB et le Fonds arménien sont modestes dans ce qu'ils disent, mais c'est normal. Aussi bien la présidente de l'UGAB que le vice-président du Fonds arménien ont parlé de l'enjeu, de l'intérêt, mais il y a aussi un travail très important sur le plan technique et organisationnel qui a été apporté comme soutien à l'UFAR, puisque avec un site qui s'appelle www.don-ufar.com, en 3 clics, on est en capacité de faire un don et de recevoir un reçu CERFA quasi immédiatement. Ce qui fait que toute cette logique... Parce que l'UGAB et le Fonds arménien sont collecteurs l'UGAB et le Fonds arménien sont collecteurs, donc on peut cliquer sur l'un ou l'autre. L'UGAB, c'est par carte bleue uniquement. Le Fonds arménien, c'est à la fois carte bleue et chèque. Donc chacun peut participer à cette collecte. Et on n'est pas obligé de donner des milliers ou des centaines de milliers ou des dizaines de milliers. On peut aussi donner quelques dizaines ou quelques centaines d'euros pour participer, pour être dans cette logique d'accompagnement d'un tel projet comme l'UFAR. Donc pour les individus, il y a ce véritable enjeu. Et les 500 ou 600 000 Français d'origine arménienne peuvent aussi considérer que l'UFAR, c'est notre présence en Arménie et notre futur. C'est aussi le futur de la francophonie. À l'UFAR, il n'y a pas que des étudiants arméniens, il n'y a pas que des étudiants qui viennent de France, mais il y a aussi des étudiants francophones qui viennent d'ailleurs. Nous l'avons vu au dîner l'autre jour de gala. Il y a aussi un étudiant, je crois qu'il était du Sénégal, et il y en a bien d'autres comme ça. Ça veut dire qu'il y a une vraie présence à organiser. Donc, don-ufar.com qui permet d'entrer dans une relation avec l'UGAB ou le Fonds arménien de France pour des fonds fléchés directement à l'opération UFAR 20+. Et il suffit de quelques clics, mais vraiment de quelques clics, pour à la fois faire son don, et pour à la fois faire son don, et un peu d'argent. Je sais que tout le monde est sollicité, mais c'est aussi un projet qui est important et qui peut concerner globalement chacun d'entre nous, parce que nous avons tous des enfants, des petits-enfants, et puis le fait qu'il puisse y avoir aussi des relations avec l'Arménie, et que l'UFAR propose de l'enseignement aussi pour des Français d'origine arménienne qui viennent de France et qui peuvent faire leurs études. Raik l'a fait, et puis d'autres peuvent le faire et le font. C'est un investissement important et je crois que c'est l'enjeu d'aujourd'hui et de demain. C'est pour ça que UFAR 20+, est un dossier éminemment important et à haut potentiel. Donc je rappelle encore une fois, don-ufar.com, qui permet de faire son don. Et pour les entreprises, c'est pareil. Et la défiscalisation en termes de reçu CERFA s'organise automatiquement. C'est-à-dire que 2 minutes après, vous avez le reçu CERFA par mail sur votre boîte mail. Ce qui est quand même un avantage extraordinaire, mais ce qui est normal aussi dans le sens du numérique et de l'évolution des technologies. Bien sûr. Et il était normal que l'UFAR se positionne ainsi. Raik Mnatsakanyan, oui. Est-ce que vous encouragez réellement des étudiants de France, d'origine arménienne ou pas, d'aller étudier à l'UFAR en Arménie? Absolument. Vous y trouvez un sens? Oui. Oui. Donc ça, c'est un autre volet d'une discussion qu'on peut avoir, Jean-Marc Lavesse, parce que c'est aussi intéressant de permettre aux jeunes Arméniens d'aller découvrir l'Arménie, étudier en Arménie et pourquoi pas vivre en Arménie
parce que, nous dit-on, il est très agréable d'y vivre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce volet-là ? Je confirme tout à fait le volet. La capacité d'accueillir des étudiants français d'origine arménienne qui peuvent venir à Erevan est évidente, tout comme la capacité pour nous à terme d'avoir 10 à 15% d'étudiants internationaux dans le nouveau campus, parce que on parle toujours des choses qui sont extrêmement belles, mais il faut aussi honnêtement dire qu'il y a des choses qui sont améliorables. Actuellement, je souhaite qu'il y ait plus d'étudiants internationaux dans l'université française en Arménie, parce que de l'internationalité surgit l'ouverture d'esprit et sur les échanges entre les étudiants qui me semblent fondamentaux, de manière à avoir des esprits ouverts et éclairés. Donc tout à fait favorable. Philippe Poux, le mot de la fin pour... Carrément, le mot de la fin, c'est trop gentil. Je vais rebondir un peu sur ce que disait Alexis par rapport aux entreprises. Si on se demande pourquoi des entreprises auraient intérêt à aider l'UFAR à se développer, j'ai envie de répondre avec un truc très simple. Moi, je vois plein d'entreprises qui me disent j'ai besoin de trouver des compétences. Si on veut trouver des compétences, il faut peut-être les former. Voilà, c'est aussi basique que ça. Et si on veut qu'on les forme, il faut aider à cette formation. Et vous, avec votre expérience personnelle, vous trouvez qu'il est possible de travailler avec l'Arménie, surtout avec les francophones d'Arménie ? Oui, totalement. Et d'ailleurs, dans les dernières choses qui me sont arrivées, très amusantes, c'était lors d'une réception à l'ambassade de France. Je croise une Française d'origine arménienne qui était là en stage à l'Institut de sismographie et qui me dit, tout compte fait, j'ai envie de rester en Arménie. Mais mon stage s'arrête. Alors je lui dis, c'est dommage, mais... Quel est ton background ? Elle m'explique qu'elle est dans les télécommunications, réseau, qu'elle a fait ses études à Subtelecom Rennes. Je lui dis, ça tombe extrêmement bien parce que je suis en train d'avancer sur un projet là-dessus. Donc, voilà. On peut profiter en plus de toute cette magie du fait que elle est née à Paris, elle a fait ses études, elle a voulu aller voir ses racines et puis on trouve la capacité à la faire rester. Continuons. Juste une seconde pour aller dans le sens de ce que disait le recteur, et parce que je sais que pour les auditeurs d'IPFM c'est important. Ces étudiants internationaux, les 15% d'étudiants internationaux dont certains sont là et puis qui seront là, ils apprennent aussi l'arménien. Mm-hmm. Et qu'ils soient d'origine arménienne ou pas, d'origine africaine, américaine, etc., ils apprennent aussi l'arménien, c'est-à-dire que l'échange se fait aussi avec la langue maternelle de chacun d'entre nous. Et pour les auditeurs d'IPFM, je crois que c'est un élément important parce que ça veut dire que l'arménité se maintient, se développe et se transmet aussi par la langue à tous ceux qui ne sont pas censés parler la langue arménienne. Et rien que pour ça, le projet UFAR, dans son ensemble, mais UFAR même plus, mérite d'être soutenu. Merci, messieurs, pour votre participation. Jean-Marc Lavestre, recteur de l'Université française en Arménie. Alexis Goffsian, vous êtes le président de ce comité de campagne, et vous êtes membre du conseil d'administration de l'UFAR. Philippe Poux, président du G2IA. Haïk Mnatsaganian, ancien étudiant de l'UFAR. Et merci à tous ceux qui ont été avec nous. Michel Tété, Nadia Gordunian, Michel Pazoumian, Valérie Pécresse, bien entendu, et Guillaume Rousset. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Une émission proposée par Hype FM.